Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé la programmation orientée objet avec le langage Python. Ainsi, nous avons vu qu'une classe contient en son sein tous ses attributs et ses méthodes. De ce fait, une classe crée automatiquement son espace de nom propre. Aujourd'hui, nous abordons le concept d'héritage dans la programmation orientée objet. L'héritage permet de définir une classe dérivée qui hérite toutes les méthodes et propriétés d'une autre classe de base. La classe dérivée est la classe phi et la classe de base est appelée la classe mère. L'héritage est un concept fondamental de la programmation orientée objet permettant d'organiser hiérarchiquement les composants logiciels. Il établit une relation entre classes, où une classe phi hérite des propriétés et méthodes d'une classe mère. Cela favorise la réutilisation du code en regroupant les fonctionnalités communes au niveau le plus général. Les classes filles peuvent se spécialiser en redéfinissant les méthodes héritées. On appelle cela la surcharge ou bien method overriding. Ou bien en ajoutant de nouveaux attributs et méthodes. Et pour ce concept-là, c'est le concept d'extension. Ainsi, on crée une hiérarchie de classes allant du général au spécifique, ou bien si vous voulez, du général au particulier. Voilà, maintenant nous allons voir en fait un diagramme qui nous permet d'illustrer la relation d'héritage entre une classe de base ou bien la classe mère et une classe dérivée ou bien la classe phi. Donc, comme nous le voyons, schématiquement, nous avons ici la classe de base ou bien le parent ou bien la classe mère. Et ici, nous voyons la classe dérivée ou bien l'enfant. Donc, c'est la classe phi. Et comme vous le voyez très bien, en haut, nous avons par exemple le nom de la classe. En général, ici, on met le nom de la classe. OK? Et ici, on met les attributs de la classe, c'est-à-dire les propriétés ou bien les données de la classe. Et ici, on met le comportement de la classe ou bien, si vous voulez, les fonctions ou bien les fonctionnalités ou bien les méthodes. OK? Maintenant, comme nous l'avons déjà dit, ça c'est la classe mère et ça c'est la classe fille. Et pour représenter cette relation entre parents et enfants, nous avons ici en fait une flèche. Donc, vous voyez très bien, il faut bien regarder la flèche. La relation c'est de mère vers, en fait, vers la fille, mais la flèche est orientée vers le parent. Ok? Donc, vous voyez très bien ici, par exemple, nous avons en fait comme ça, donc l'ascendance, voilà, comme vous voulez. Donc, on dit qu'en fait, la classe fille est un enfant de la classe mère, ou bien, si vous voulez, que cette classe-là est l'ancêtre ou bien l'ascendant de cette classe-là. Je pense que vous avez bien vu la flèche, donc qui veut dire ascendant. Donc, voilà schématiquement comment on représente cela. Maintenant, ici, comme nous l'avions déjà dit, nous avons les attributs en fait de la classe de base ou bien de la classe parent. Et ici, nous avons les champs de données, si vous voulez. Donc, et ici, nous avons en fait les méthodes du parent ou bien la fonctionnalité ou bien le comportement de cette classe de base. Et après, ici, nous avons les attributs qui sont hérités du parent. Donc, tous les attributs en fait de la classe de base seront aussi des attributs de la classe fille. Et maintenant, nous pouvons avoir éventuellement de nouveaux attributs.
qui sont uniques pour la classe fille. Donc c'est comme si en fait la fille a tous les attributs en fait du parent et éventuellement plus. Et après, nous avons les méthodes qui sont héritées du parent, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les fonctionnalités de la classe mère seront aussi héritées par la classe dérivée ou bien la classe fille. Et ici, attention maintenant, c'est la notion de méthode overriding ou bien de redéfinition de méthode. La classe fille peut redéfinir la fonctionnalité héritée du parent. OK? Et il y a aussi une autre notion qu'il faut comprendre, c'est la notion d'extension. C'est-à-dire qu'en fait, la classe fille peut, si elle le veut, ajouter de nouvelles méthodes qui lui sont propres. Voilà, passons maintenant à la démonstration pratique pour illustrer le concept d'héritage dans la programmation orientée objet avec le langage Python ou bien, bon, si vous voulez, la version francophone, Python. Voilà, pour cette deuxième vidéo sur la programmation orientée objet avec le langage Python, nous allons voir la notion d'héritage ou bien, bon, en anglais on dit inheritance, right? Donc, voilà, donc d'abord on va voir en premier une classe de base et puis on va utiliser cette classe de base-là pour définir en fait la classe dérivée ou bien child class, ok? Donc, allons-y. On va commencer par la classe de base. Donc, on va faire quelque chose de très simple. Donc, voilà, on va faire quelque chose de très simple. Donc, on va définir une classe personne. OK? Donc, ici, nous avons le constructeur. Donc, on avait dit que, en fait, les méthodes commencent toujours par défaut si on applique la convention par le paramètre self, hein, qui nous permet d'identifier l'objet créé à partir de cette classe-là. Et puis ici, bon, pour une personne, nous donnons, par exemple, le prénom et puis son nom. Très bien. Donc, bon, là, il n'y a rien à dire. Le constructeur nous permet de construire l'objet personne. Donc, self.firstName, c'est en fait l'attribut de la personne et fname qui est donné ici, c'est la valeur passée lors de la construction. Bon. Et puis, de la même façon pour le nom. Donc, on définit le nom, le prénom, et puis on définit le nom. Très bien. Et ici, nous appliquons la notion de redéfinition, ou bien méthode overriding, ou bien la surcharge de méthode. Ici, on définit la méthode string. Hein. Bon, n'oubliez pas, toujours, la méthode doit commencer par self. Et puis, ici, on fait que retourner, en fait, le prénom et le nom. Bien sûr, on laisse de l'espace entre prénom et nom. Et bon, pour le reste, vous le comprenez aisément, nous utilisons la notion de f-string et nous passons les attributs. C'est tout simple. Hein. Voilà. Donc, on va exécuter, en fait, le code ici pour définir la classe. Très bien, la classe est définie. Maintenant, on va passer en fait à l'enfant ou bien la classe dérivée. Donc, je vais vous montrer deux alternatives. La première alternative, c'est quand on n'ajoute rien, on prend la classe dérivée qui hérite de la classe de base sans rien ajouter. Bon, évidemment, ça n'apporte pas grand-chose. Hein. Voilà. Ici, on dit par exemple quoi? Class, student, person. Qu'est-ce qu'on a dit? Bon, vous avez bien vu, on a défini ici la classe personne. Et ici, on a défini la classe étudiant. Et on dit que étudiant est une classe dérivée de personne. Parce que, évidemment, un étudiant est une personne. Mais ici, on n'ajoute absolument rien. Donc, on fait que passe. Et puis, ça veut dire que, on dit qu'en fait, la classe étudiant ou bien student, c'est juste une classe dérivée de la classe personne. Nous avons déjà défini la classe personne. Donc, toutes les propriétés et toutes les méthodes de la classe étudiant, de la classe personne seront aussi des propriétés et des méthodes de la classe étudiant. Et on n'ajoute rien. C'est possible.
Et on va tester cela, par exemple, ici, par exemple, si je prends Lainjai, et je dis que Lainjai est un étudiant, je mets student, et puis je lui dis que son nom c'est Lai, et son prénom c'est Njai. Regardez très bien ici. Dans la classe étudiant, on n'a rien défini, on n'a rien mis. Mais puisqu'on a dit que étudiant est une personne, le code est assez intelligent pour dire, ok, très bien, puisque, bon, ici, je ne vois pas prénom et nom, mais je sais qu'en fait, étudiant et la classe étudiant, bien, étudiante est aussi une personne, mais une personne a un nom et un prénom, donc il va aller hériter ses propriétés de la classe personne et va utiliser en fait le constructeur de la classe personne pour construire l'étudiant Lainjai. Ok? Et maintenant, si j'affiche ici, par exemple, l'objet Lainjai, je vais l'afficher. Vous allez voir qu'en fait, il affiche que Lainjai est une personne qui a pour prénom Lai et pour nom Njai. Vous le voyez très bien ici. Pourquoi? Parce que la classe de base a utilisé les méthodes de la classe personne, non seulement pour construire l'objet, mais aussi pour afficher le résultat. Parce qu'on avait dit que pour le résultat, vous affichez en fait le prénom et le nom. Et c'est exactement ce que la classe fille a fait. Je pense que c'est clair. Maintenant, bon, évidemment, vous allez me dire qu'en fait, ici, on n'a rien fait. Pourquoi on va ajouter, en fait, une classe qui ne fait absolument rien d'autre de nouveau par rapport à ce que le parent peut faire? Bon, mais c'était juste, en fait, une illustration. Maintenant, nous allons passer à la réalité réelle. Voilà, si vous voulez. Par exemple, ici, maintenant, on va ajouter non seulement des propriétés, et aussi on va ajouter des méthodes. Donc, on va redéfinir notre classe. Bon, c'est toujours une classe student, c'est-à-dire que c'est un étudiant. Et on dit qu'un étudiant est une personne. Donc, on passe la classe personne entre parenthèses. Et maintenant, on définit maintenant notre constructeur pour la classe étudiant. Maintenant, attention. Self vient toujours en premier. Bon, puisque c'est une personne, il va falloir le prénom et puis le nom. Maintenant, on ajoute un paramètre supplémentaire, year, c'est-à-dire qu'en fait, graduation year, c'est-à-dire en quelle année il va finir ses études, ou bien elle va finir ses études. Donc, je l'ai dit tantôt, do not forget self param. C'est-à-dire qu'en fait, il faut jamais oublier le paramètre self parce que ça doit toujours venir en premier. Et puis, maintenant, attention ici. Pour initialiser l'étudiant Lainjai avec son nom et son prénom, il ne sert à rien de réécrire le code encore. Il suffit de faire person, ok? Vous dites qu'en fait, que l'étudiant est une personne, et puis vous faites donc utiliser le constructeur du parent, donc de la classe personne, et puis vous donnez self toujours, et puis vous donnez le prénom, first name and last name. Voilà une façon de faire. Ok? Il y a une autre façon de faire. Si vous voulez aller plus vite et même écrire moins. Bon, là, je vais vous montrer. Je peux faire ceci. Et puis, je vais... Par exemple, ici, je peux faire super ou bien super. Et puis, point init. Maintenant, attention. Si je le fais comme ceci, je ne vais pas donner le paramètre self. Je vais juste donner le nom et le prénom ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, je ne vais pas me casser la tête à dire que, en fait, qu'un étudiant est une personne comme je l'ai fait ici. Je m'en fous, en fait, du nom du parent. Je dis tout simplement, va chercher le constructeur parent et le constructeur parent s'appelle super ou bien sap. Et je lui dis qu'en fait, voilà, je te passe le nom et le prénom, débrouille-toi, va chercher le constructeur du parent et tu initialises en fait les valeurs. Mais attention, le parent ne peut faire que pour le nom et pour le prénom. Ou bien le prénom et le nom. Voilà, c'est ça, exactement. Mais le parent ne connaît rien de l'année de graduation. Parce que peut-être le parent n'est pas étudiant, n'est-ce pas? Donc maintenant, il faudra utiliser self grad year, ok, pour l'année de graduation et vous ajoutez ici
Et là, vous passez l'année. Donc, vous laissez le constructeur parent s'occuper du nom et du prénom parce que c'est une personne. Donc, le constructeur peut faire cela. Mais l'étudiant lui-même doit s'occuper ou bien la classe étudiant doit s'occuper de l'initialisation, en fait, de l'année de graduation. Parce que peut-être le parent n'est pas étudiant. Je pense que vous avez compris comment ça marche. Donc, vous avez deux options. Soit vous utilisez carrément le nom du parent pour initialiser, et dans ce cas, il faut passer aussi self. Ou bien, vous vous dites, bon, écoute, j'ai pas le temps d'aller regarder c'est qui le parent, je sais qu'en fait, il y a un parent et que le parent est un constructeur, et j'appelle SAPE pour dire que voilà, le parent débrouille-toi pour initialiser l'enfant. Voilà. Ça, c'est une façon de faire. Et après, pour les attributs supplémentaires, l'enfant lui-même doit s'occuper de cela. Je pense que vous avez compris le concept. Donc, il y a des tâches que le parent prend en compte, mais il y a des tâches qui sont propres à l'enfant et l'enfant s'occupe de cela. Voilà. Je pense que c'est clair. Très bien. Maintenant, on va aussi demander à la classe fille ou bien la classe étudiant, si vous voulez, de redéfinir ou bien de surcharger, en fait, la méthode string du parent. Nous avions bien vu qu'en fait, le parent surchargeait sa propre méthode string. Je pense que nous avons vu ça. Je pense que c'est bien ici. Le parent fait quelque chose de très simple. Le parent dit, voilà mon nom et voilà mon prénom et voilà mon nom. Maintenant, pour l'enfant, on va faire plus. Très bien, n'est-ce pas? Donc, ici, encore, il y a plusieurs façons de faire. Il y a une façon qui est bien, mais il y a une façon qui est meilleure. OK? Donc, par exemple, je vais peut-être, bon, qu'est-ce que je vais faire ici? La première façon de faire, c'est ceci, par exemple. Vous voyez ici, vous pouvez réécrire tout le code. Return. Bon, attends, je vais montrer quelque chose ici. Bon. Voilà. Par exemple, vous pouvez faire return et vous utilisez la notion de string. Donc, vous donnez le nom, espace, le prénom plutôt, espace, et puis le nom. Et vous ajoutez quelque chose. Donc, vous mettez class of. Ça dit qu'en fait, on dit que cet étudiant-là aura sa graduation et puis vous donnez l'année. Mais si vous faites ceci, c'est bien, ça marche. Mais c'est comme si vous n'avez pas compris la notion de programmation orientée objet. Parce que, bon, pour quelqu'un qui comprend la programmation orientée objet, il faut comprendre que tout ce qu'on peut faire pour éviter que notre code soit verbose ou bien répétitif, il faut le faire. Parce que si vous écrivez moins, non seulement vous allez plus vite, mais moins il y a une possibilité de faire d'erreur, n'est-ce pas? Donc, comme j'ai dit, ceci est bien et ça marche, mais c'est pas la meilleure des méthodes. Ceci est mieux. Ceci est mieux. Vous retournez SAPE, point, et puis vous mettez string plus ce qu'il faut ajouter. Pourquoi ceci est mieux? Parce que là, vous dites que, écoutez, pour le nom et le prénom, c'est pas le rôle de l'enfant de s'occuper de cela, parce qu'on a déjà défini, en fait, ou bien on a surchargé, en fait, la méthode string du parent qui peut bien afficher le nom et le prénom. Donc, on n'écrit pas encore tout ce blabla-là. Bon, là, vous allez me dire que c'est pas beaucoup de choses. Mais oui, mais dans des cas beaucoup plus complexes, ça peut être beaucoup de choses, n'est-ce pas? Voilà, c'est juste pour illustrer. Donc, vous dire que, écoutez, ce travail-là, on ne va pas s'occuper de cela. Le parent n'a qu'à s'occuper de cela. Le parent peut afficher le nom et le prénom. Mais puisque le parent n'est pas au courant de l'année de graduation, on dit, OK, ça, maintenant, l'enfant va le faire. Et comme ça, on va plus vite. On ne réécrit pas encore, on ne réinvente pas la roue. OK? Donc, il y a un concept qui est très bien connu en software development qui s'appelle dry concept. D-R-Y. Do not repeat yourself. Il ne faut pas se répéter dans la programmation. En fait, c'est comme, bon, pas exactement, mais plus ou moins comme les mathématiciens. Les mathématiciens n'aiment pas se répéter. On élabore un concept et on l'utilise. Par exemple, je ne vais pas dire que f de 1, bon, si j'ai une fonction au carré, je ne vais pas dire que f de 1 égale à 1, f de 2 égale à 4. Non, non, non. Tout ça, c'est compliqué, mon cher. Ou bien ma chère. Je dis f de x égale x au carré. Quel que soit x, je connais que c'est le carré. Voilà. Très simple.
Voilà. Voilà, bref. Et puis maintenant, on va tester ceci, bien sûr. Maintenant, ici, on va définir en fait un étudiant. On dit qu'en fait un étudiant qui s'appelle Bob. Et puis, on dit que c'est un étudiant, bien sûr. Et puis, bon, évidemment, il faut passer le nom. Et puis, il faut passer, bon, d'abord le prénom. Et puis, on passe le nom. Et puis, on dit que Bob aura sa graduation en 2024, par exemple. Ça, c'est l'année, bien sûr. Et maintenant, essayons d'exécuter ceci pour voir le résultat. Donc là, je fais print Bob. Mais attention, vous avez bien vu, je ne fais que print Bob parce que pourquoi je peux faire ça? Parce que on sait que Bob est un objet de type étudiant et nous avions défini dans étudiant la méthode string. Bon, donc on peut appeler print là-dessus. Je pense que vous avez compris cela. Exécutons. Donc très bien, vous voyez que Bob Lefebvre, class of 2024. Donc voilà, grosso modo, une illustration de la notion d'héritage en programmation orientée objet avec le langage Python ou bien Python si vous voulez. Donc voilà une illustration de ce que nous avons vu aujourd'hui. Voilà aussi, on va passer à un exercice d'application hein, pour vous aider si vous voulez à pratiquer ce que nous avons vu ensemble. Parce que, bon, c'est bien de comprendre les concepts théoriques, mais aussi, d'ailleurs, c'est d'ailleurs même plus important de pouvoir les appliquer réellement et de résoudre des problèmes réels que vous avez dans votre environnement ou bien dans votre vie quotidienne. Donc ici, nous avons en fait une classe de base. Hein. Donc c'est une classe point, c'est-à-dire qu'en fait on veut matérialiser par exemple un point sur la surface 2D ou bien à dimension 2. Hein. Donc ici nous avons les coordonnées x, y du point. Donc nous voulons définir une classe de base qui va s'appeler point et en fait pour les attributs nous avons besoin en fait des coordonnées géométriques de ce point-là. Voilà, donc comme nous l'avons déjà dit, il faut donc définir les attributs x et y qui sont les coordonnées du point. Maintenant, il faut aussi créer ici un constructeur qui nous permet d'initialiser x et y et il faut mettre en œuvre la notion de valeur par défaut que nous avions déjà vu quand nous avons étudié les fonctions Python. Okay? Ici, par défaut, le constructeur va initialiser ou bien doit initialiser les coordonnées x et y avec les valeurs 0 et 0. Et après, il faudra implémenter une méthode qui s'appelle, bon, vous l'appelez comme vous voulez, mais l'essentiel c'est qu'en fait cette méthode-là doit calculer la distance entre deux points. Donc, par exemple, si le premier point c'est le point de coordonnées x1, y1 et que le deuxième point est de coordonnées x2, y2, donc cette méthode-là doit pouvoir vous donner la distance entre les deux points. Ok? Donc maintenant ici il faut faire très attention. Quand vous écrivez du code, il faut écrire en fait du code de façon optimale. Quelqu'un peut, par exemple, essayer de redéfinir la roue, bon, appliquer en fait, comment je vais dire cela, la définition de distance en mathématiques et se dire que en fait la distance entre ces deux points-là, c'est la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Ça peut marcher. D'ailleurs, même ça va marcher. Mais est-ce que c'est la façon la plus optimale de résoudre ce problème-là? Je ne pense pas. Parce que ce qui est sûr et certain, cette distance-là est déjà dans votre bibliothèque Python. Donc, c'est pas la peine de redéfinir encore ce qui existe déjà. Donc, je vous suggère d'utiliser, je pense que c'est la fonction, donc, allez chercher dans la documentation, vous allez sûrement trouver cela et vous l'appliquez directement. Non seulement vous allez plus vite, deuxièmement, vous évitez les erreurs éventuelles, troisièmement, votre code sera beaucoup plus concis. Donc, voilà. Bon, maintenant, de toutes les façons, pour les gens maintenant qui veulent redéfinir la fonction rien que pour apprendre, vous pouvez aussi faire cela. Voilà. Et après aussi, il faut surcharger en fait, ou bien redéfinir la méthode string, ok, de telle sorte que par exemple, si on a un point de coordonnées x0, y0, donc string, au lieu d'afficher l'affichage classique, quand j'utilise print
sur en fait un objet point. Maintenant, nous voulons que vous affichez exactement ceci. C'est-à-dire qu'en fait, vous affichez point pour dire qu'en fait, l'objet est un point et vous donnez ici les coordonnées x0, y0. Bien sûr, x0 et y0 seront les valeurs avec lesquelles le point a été défini. Si vous n'aviez pas donné de valeur, donc forcément, les valeurs par défaut seront ici point, parenthèse 0 et 0, parce que ce sera en fait l'initialisation par défaut. Maintenant, si j'avais donné par exemple 1 et 2, donc ici, quand vous appelez print sur l'objet de type point, normalement on doit avoir point, parenthèse 1,2 et puis parenthèse. Voilà, je pense que vous avez compris. Il faudra aussi surcharger en fait la méthode qui s'appelle equals, ou qui nous permet de tester l'égalité entre deux choses. Hein. Maintenant, ici, c'est quoi? Ici, on doit redéfinir l'égalité de telle sorte que cette méthode-là nous permet, par exemple, de tester est-ce que deux points sont identiques. Par exemple, si je donne un point A et un point B, avec les coordonnées du point A, c'est XA, YA, et les coordonnées du point B, c'est XB, Y de B, cela nous permet de tester est-ce que ces deux points-là sont les mêmes. Mais évidemment, là, vous devez comprendre, deux points sont identiques si et seulement si x de A égale à x de B et que y de A égale à y de B. Donc maintenant, cette méthode-là doit retourner vrai ou faux. Donc si les deux points sont les mêmes, bon, la fonction retourne true. Si les deux points ne sont pas les mêmes, la fonction doit retourner false. Donc il faudra aussi implémenter ou bien définir ou bien surcharger cette méthode-là. Maintenant, nous allons bon, évidemment, nous voulons étudier le concept d'héritage. Maintenant, une fois que nous avons défini la classe de base, qui s'appelle point ici, nous allons aussi définir une classe dérivée de point. OK? Parce que n'oubliez pas, nous voulons appliquer le concept d'héritage. OK? Donc, ici, on va maintenant définir une nouvelle classe qui s'appelle cercle, qui sera dérivée de point. OK? Donc, n'oubliez pas, l'héritage, c'est définir une classe de base, après définir une classe dérivée, qui nous permet de réutiliser le code qui a été déjà défini dans la classe de base, mais éventuellement, on peut ajouter des choses supplémentaires. Vous voyez? Donc, comme ça, on part plus vite. C'est-à-dire qu'en fait, on écrit une code une fois et on peut réutiliser en fait ce code-là qu'on a déjà écrit et testé. C'est comme si vous voulez construire une maison. OK? Vous fabriquez des briques et vous utilisez par exemple les briques pour construire la maison. Parce que vous ne venez pas d'un seul coup et puis fabriquer un mur. Ça n'a pas de sens. La programmation informatique, c'est la même chose. OK? On prend des briques pour construire des entités beaucoup plus solides. De la même façon pour le menuisier. Le menuisier, pour construire un lit, il ne vient pas fabriquer le lit d'un seul coup. Non. On prend des planches qui sont en fait les matériaux de base et à partir des planches, on fait le lit. La programmation informatique, c'est la même chose. On construit les éléments de base et puis on prend les éléments de base pour les assembler pour construire en fait des éléments beaucoup plus complexes. Donc voilà, ici, on va construire la classe de base, la classe de base point, et de cette classe de base-là, on va créer une classe dérivée qui va s'appeler cercle, qui sera bien sûr dérivée de point. OK? Et maintenant, il faut aussi définir une méthode qui nous permet de calculer l'aire ou bien la surface du cercle. Aussi, on a besoin d'une méthode qui nous permet de calculer la circonférence ou bien, si vous voulez, le périmètre du cercle. Et maintenant, nous allons aussi définir, par exemple, une méthode qui nous permet de tester, étant donné un point x0, y0, est-ce que ce point-là est à l'intérieur, sur ou en dehors du cercle. Donc, par exemple, cette méthode-là a trois valeurs de retour possibles, in, on, out. Donc, in, si le point donné est à l'intérieur du cercle, on, si le point donné est sur le cercle, et out, si le point donné est à l'extérieur du cercle. Donc, voilà, on vous donne un point, x0, y0, et vous avez un cercle, et vous testez est-ce que le point est à l'intérieur, sur, ou bien à intérieur, sur ou extérieur du cercle. Très bien, on a besoin aussi de cette méthode-là. Et aussi, on va redéfinir ou bien surcharger la méthode string de la classe dérivée. Comme la classe de base, on voulait que si on appelle print sur un objet de type point, qu'on affiche quelque chose comme cela.
Maintenant, on va afficher quelque chose comme cela. On affiche d'abord que le cercle a un centre de coordonnées x, y, que le cercle a un rayon, et vous donnez la valeur, ici c'est R, parce que ça fait n'importe quoi, et puis vous donnez en fait l'air, ok? Ok, là vous voyez qu'en fait, encore, bon, c'est de l'anglicisme, normalement je dois mettre ici R, mais vous avez compris, et vous mettez la valeur, et puis le périmètre, et puis vous mettez la valeur, voilà. Maintenant, une fois que vous avez fini d'implémenter la classe mère et puis la classe fille, je vais vous aider aussi à tester est-ce que votre implémentation est correcte ou pas. Ok, parce que c'est ça, il ne faut pas seulement écrire le code et dire que c'est bon, non, il faut écrire le code et tester pour voir est-ce que votre code remplit effectivement le cahier de charge. Donc ici, je vais vous donner en fait une liste de choses à tester au moins. Vous pouvez ajouter d'autres tests, mais bon, je vais vous donner une liste sur laquelle vous allez vous baser pour tester en fait votre implémentation pour voir si c'est correct ou pas. Premièrement, il faudra instancier en fait votre classe point et il faut commencer par l'instanciation par défaut. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que vous donnez en fait le constructeur sans argument. Donc nous avons vu qu'en fait dans notre définition ou bien dans le cahier de charge, on vous dit qu'en fait si on ne donne pas les valeurs, que par défaut le constructeur va lui-même donner des valeurs par défaut 0 et 0. Donc ça nous permet de tester cela. Après, il faut tester une deuxième chose. Donc il faut afficher en fait l'objet qui a été créé avec le constructeur par défaut. Donc pour afficher le résultat pour voir est-ce que ça marche ou pas. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il faut passer à l'instanciation avec des valeurs données. Mais pour que, en fait, qu'il n'y ait pas de biais dans notre test, on va prendre au hasard des valeurs. Ok? Donc, on va instancier avec des entiers aléatoires, par exemple A et B. Mais dans notre cas, on prend A et B dans l'ensemble des entiers positifs entre 1 et 10. Ok? Ça aussi, ça vous permet de tester en même temps tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Rappelez-vous, nous avons vu comment définir une fonction. Donc, une constructeur n'est rien d'autre qu'une fonction. Nous savons aussi comment définir en fait une valeur aléatoire. Rappelez-vous, nous avions vu la bibliothèque random qui vous permet de générer en fait des nombres aléatoires. Et dans la bibliothèque aussi, nous avions vu que vous pouvez générer une valeur aléatoire qui est dans, comment je vais dire ça, dans une fenêtre. Dans notre cas, la fenêtre, c'est de 1 jusqu'à 10. Donc, vous générez en fait donc deux nombres entiers positifs aléatoires entre 1 et 10 et vous utilisez ces nombres-là pour définir en fait un point matériel de coordonnées AB. Et après cela, vous testez encore l'affichage avec print. Donc, n'oubliez pas, nous avions redéfini la méthode string et si c'est bien fait, cela vous permet de tester est-ce que la redéfinition de sprint était correcte. Donc normalement, si c'est bien fait, vous allez voir que si vous appelez print sur les objets ou bien l'objet qui a été créé avec A et B, on aura point et puis A et B, évidemment. Et après, je vous demande, pour tester maintenant le cercle, ici c'est beaucoup plus compliqué, donc on va générer des rayons aléatoires, R1, R2, R5. Donc, vous devinez, c'est une liste de rayons que nous allons créer. Donc, il faut créer, par exemple, comment je vais dire ça, 5 rayons aléatoires. Toujours, vous pouvez utiliser la bibliothèque random. Donc, ici, tous les rayons RI doivent être dans cet ensemble-là encore. Donc, les entiers naturels entre 1 et 10. Et, autre chose, nous voulons en fait que la liste soit triée dans l'ordre croissant. C'est-à-dire que R1 doit être beaucoup plus petit que R2, R2 plus petit que R3, R3 plus petit que R4, R4 plus petit que R5. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ça aussi, nous savons comment le faire. Bon. D'abord, pour générer les nombres, nous savons comment faire. Peut-être la difficulté supplémentaire, c'est comment trier. Mais ça aussi, nous l'avons vu. Hein, si vous vous rappelez très bien. Quand nous avons vu en fait les types de données, nous avons utilisé auparavant le type de données liste et nous avions aussi vu qu'on peut trier en fait une liste en utilisant en fait la méthode sort. Rappelez-vous, on a déjà vu ça.
Pour les gens qui ont oublié, allez regarder les vidéos sur les listes et vous allez trouver la vidéo là-bas, comment on peut trier une liste. Bon, là aussi, comme j'ai dit, quelqu'un qui n'a pas bien compris les concepts pourrait se dire qu'il va lui-même écrire son algorithme pour trier la liste, mais c'est du temps perdu pour rien. Parce que la méthode existe déjà, elle s'appelle sort, S-O-R-T, donc vous l'utilisez pour trier votre liste qui est générée. Donc je rappelle, pour générer les nombres, vous utilisez la bibliothèque random. Et après, vous appelez sort là-dessus, en passant les arguments qu'il faut pour trier la liste. Donc, 2 lignes, et vous avez fini. OK? Pour quelqu'un, bien sûr, qui a compris les concepts fondamentaux. Si vous n'avez pas compris, vous allez écrire peut-être 100 lignes de code pour rien. Voilà. Et une fois que vous avez fait 5, vous faites le test numéro 6, qui est encore beaucoup plus compliqué. Hein, parce que, comme j'ai dit, on a vu beaucoup de concepts. Maintenant, c'est le moment d'appliquer tous ces concepts-là que nous avons vus. Maintenant, vous allez créer une liste de points. OK? Regardez ici, on avait créé ici une liste de rayons. Maintenant, on va créer une liste de points. Mais ces points-là, devinez quoi? Maintenant, c'est les centres qui vont servir à définir ces cercles-là, n'est-ce pas? Donc, il faut définir le premier point x1, y1, le deuxième x2, y2, x5, y5, etc. Maintenant, attention, tous ces x et y là doivent être en fait aussi des coordonnées aléatoires maintenant, attention, on va les prendre dans l'ensemble des entiers relatifs, donc de moins 10 jusqu'à 10. Donc, moins 10, moins 9, moins 8, etc. jusqu'à 0, après 1, 2, jusqu'à 10. Pourquoi? Parce que, bon, évidemment, les rayons doivent être des rayons positifs. Bon, le rayon du cercle est positif. Mais les coordonnées x, y peuvent être positifs ou négatifs. Et c'est pourquoi, pour tester cela aussi, maintenant, je vous laisse le soin de faire ceci. Là encore, bon, je pense qu'il y a des moyens déjà qui existent dans la bibliothèque Python pour faire cela. Donc, bon, là, je vous laisse le soin de penser à la meilleure façon de faire ceci. De toutes les façons, on va corriger cet exercice-là après. Et comme ça, on pourra comparer les différentes façons d'implémenter tout ceci. Donc là aussi, attention maintenant, les points doivent être différents. C'est-à-dire qu'en fait, le centre 1 doit être forcément différent du centre 2, et le centre 2 différent en fait du centre 3, ainsi de suite. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait en fait 2 centres qui sont identiques. Donc, tous les centres sont différents les uns des autres. Très bien, donc il faut que ces points-là soient des points différents. Maintenant, attention, ça ne suffit pas. Et trier dans l'ordre croissant selon la distance de 0. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là. Par exemple, si je prends le premier centre, x1 et y1, et puis je prends le deuxième centre, x2, y2. Ici, normalement, x1, y1, le point doit être beaucoup plus proche du centre 0 que le point x2, y2. Et je pense que c'est simple ici. Bon, quelqu'un qui ne comprend pas les concepts encore peut penser que ceci est très compliqué. Mais pour quelqu'un qui comprend bien les concepts, en 2 lignes ou 3 lignes, il peut écrire le code. Et c'est facile. Bon, peut-être, en fait, il y a une petite difficulté, peut-être. La seule difficulté, c'est comment trier. Parce que pour trier des nombres de façon croissante, ça c'est facile. On a déjà vu ça. Peut-être ce qui est compliqué, c'est maintenant comment trier ces points-là. Parce que maintenant, on ne compare plus, en fait, x1 à x2 ou bien y1 à y2. Mais on compare le point, la distance du point, par rapport à la distance de l'autre point. Mais ça aussi, c'est facile, je pense. C'est très facile. Si vous vous rappelez aussi, quand on a vu les listes, on avait utilisé la méthode sort, ça c'est 1. Mais nous avions vu aussi que la méthode sort avait un paramètre qui s'appelait key. Et qui prenait en fait une fonction. Et cette fonction-là nous permettait de trier la liste des objets selon un ordre que nous-mêmes nous avons défini. Donc pensez à ce concept-là. Et si vous avez oublié, allez revisiter cette vidéo-là et puis revenez ici pour implémenter ceci dans la classe cercle. Très bien. Et maintenant, une fois que vous avez ça, vous définissez maintenant une liste de 5 cercles en utilisant en fait les rayons R1, R2, R5 et les centres 1, centre 2, centre 3 jusqu'à centre 5. Vous voyez? Et maintenant, vous définissez le cercle C1, C2, C5. Donc, ces cercles-là sont des cercles de centre X, Y, I. Bon, donc pour le premier, c'est X1, Y1 le centre et le rayon, c'est R1. Et pour le deuxième, c'est la même chose. OK? Donc, les centres, c'est les X, Y, I. Et puis, le rayon, c'est les rayons R1. Très bien. Une fois que vous avez fini ça, maintenant, vous appelez maintenant
la fonction print sur ces cercles-là pour voir qu'est-ce que ça va afficher. OK? Et maintenant, attention ici. Pour l'affichage, nous voulons quelque chose comme ceci. Vous donnez d'abord i, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'indice du cercle. Pour le premier, vous mettez donc 1, et puis vous mettez un 2 points. Après, vous affichez que le centre, c'est x et y. Donc, pour le premier, c'est x, i, y, i. Je pense que je définis cela. Pour le rayon, vous mettez R. Bon, ici encore, anglicisme, mais vous avez compris, c'est la surface. Et vous mettez la valeur de la surface. Pour le périmètre, vous mettez 2 points, vous mettez la valeur, en fait, du périmètre. Je pense que c'est clair. Si c'est pas clair, vous pouvez aussi, dans les commentaires, poser vos questions pour que je puisse éclaircir comment vous allez faire votre test là, si vous voulez, bien sûr. Et donc, voilà pour la première liste de tests. Maintenant, on va passer à la deuxième liste. Donc, il faudra maintenant afficher aussi les distances D1, 2, D2, D2, 3 jusqu'à D4, 5. C'est quoi? C'est les distances entre les centres. Donc, par exemple, pour le cercle 1 et 2, il faut donner la distance D1, 2. Pour le cercle 2 et 3, vous donnez la distance entre les deux centres, et ainsi de suite. Okay? Et puis vous affichez aussi, comment je vais dire, ces résultats-là. Et maintenant, pour tester en fait la méthode qui nous permet de dire est-ce qu'un point est à l'intérieur ou à l'extérieur sûr, donc on suppose le point 0, 0, et puis il faudra tester si le point 0, 0. Oh, attention, là j'ai fait une erreur, je pense, là c'est pour tester l'égalité. Très bien. Ok? Là vous testez si le point 0, 0 est identique à lui-même. Ce qui est évident pour nous, êtres humains. Mais le programme doit pouvoir être capable de dire que oui, le point 0, 0 est égal au point 0, 0. Bon, vous testez cela et vous affichez les résultats aussi. OK? Et après, vous testez aussi l'identité maintenant entre deux points différents. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez prendre, si vous voulez, le centre 1 et le centre 5, et vous affichez est-ce que ces deux centres-là sont identiques. Mais évidemment, nous savons que les deux centres ne sont pas les mêmes, parce que si vous regardez le cahier de charge, nous avions dit qu'il faut que tous les centres soient différents. Donc, évidemment, si tout est bien fait, le centre 1 ne peut pas être identique au centre 2. OK? Mais vous connaissez ça. Mais il faut aussi que votre application soit capable de voir cela et de dire que oui, les deux centres-là sont effectivement des centres qui sont différents. Voilà, vous allez aussi tester la position d'un point par rapport au cercle. Hein. Par exemple, bon, là je vais donner un cas très simple. Si par exemple je prends le centre du cercle et je lui ajoute en fait le rayon, ok? Et maintenant je prends l'ordonnée y de c du centre. Forcément ce point-là est sur le cercle. Je pense que vous le voyez. C'est évident, n'est-ce pas? Et normalement, donc, votre fonction doit retourner on. Et vous pouvez tester cela sur l'ensemble des 5 cercles. Donc, pour les gens qui ont besoin d'un dessin ici, bon, je pense qu'on va le faire. Bon, je vais prendre un cas très simple. Si le centre c'est 0, 0, par exemple, ici on a l'axe des X, n'est-ce pas? Et ici on a l'axe des Y, n'est-ce pas? Comme ceci. Ici, on a le centre qui est 0, n'est-ce pas? Et maintenant, on va imaginer que nous avons, par exemple, ici un cercle. OK? Voilà, si on a ici un cercle, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ici, ce point-là, c'est quel point, par exemple? Ce point-là qui est là. Vous voyez qu'en fait, si le centre, par exemple, ici, c'est 0, ce point-là, qui est là, a, avec ce point-là, le même X. OK? Donc, et c'est valable aussi pour les autres centres. Je l'ai juste fait pour 0 pour que ça soit beaucoup plus facile. Donc, vous voyez que donc ce point-là, si vous voulez, ici, ces coordonnées sont quoi? C'est X du centre. OK? Et puis, vous ajoutez quoi? Vous ajoutez quoi? Le rayon. Ici. Parce que ça, c'est le rayon. N'est-ce pas? Et puis, maintenant, pour le Y qui est là, c'est le même Y que le centre. Donc, ce n'est rien d'autre que Y de C. Voilà. Donc vous voyez qu'en fait, quel que soit en fait ce point qui est là et quel que soit en fait les coordonnées en fait du centre, ceci reste vrai.
que ce point-là est toujours sur le cercle. Et ça vous permet de tester est-ce que votre implémentation de la méthode qui nous permet de tester si un point est sur le cercle est correct. Donc, voilà. Donc, il faut tester ceci aussi. Right? Voilà. Et maintenant, il faut aussi tester est-ce que si je vous donne par exemple un point quelconque, est-ce qu'il faudra pouvoir tester est-ce que ce point-là est à l'intérieur du cercle. Bon, ici pour simplifier les choses, il suffit juste de tester est-ce que le centre est à l'intérieur de notre cercle. Bien sûr, si le rayon est positif. Mais évidemment, tout le monde sait que si vous avez un cercle, le centre est toujours à l'intérieur. Donc, vous testez cela aussi. Hein. Voilà, et maintenant aussi, vous testez, est-ce que, comment je vais dire ça, si je vous donne un point quelconque, est-ce qu'il est à l'extérieur? Et pour tester ce cas de figure-là, il suffit juste de prendre en fait un point qui est évidemment à l'extérieur. Par exemple, bon, voilà un cas très simple. Si vous prenez x de c plus r, qui est ce point-là ici, et y de c, donc c'est le même point qui est là, mais qu'est-ce qu'on fait ici? On ajoute un petit epsilon qui est positif, qui est là, à la valeur de x qui est là. Donc, vous voyez qu'ici on était là, si j'ajoute quelque chose qui est positif, automatiquement je sors du cercle. Ok? Par exemple, bon, je vais vous montrer, par exemple, pour que ça soit beaucoup plus clair. Par exemple, pour ce cas de figure-là, ici, si j'ajoute un epsilon qui est positif ici, je vais être ici, n'est-ce pas? Et automatiquement, vous voyez que ce point-là sera en dehors du cercle. Donc ici aussi, votre programme doit pouvoir tester ceci et dire que ce point-là qui est là est en dehors du cercle, n'est-ce pas? Bien. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous partagerons une solution de l'exercice d'application et nous verrons une conception alternative pour résoudre ce problème-là. Ok? Parce que comme j'ai dit toujours, on commence toujours étape par étape. C'est-à-dire qu'on définit les choses élémentaires et on prend les choses élémentaires, on les rend beaucoup plus complexes. Donc, ici, on va voir une première solution avec la notion d'héritage et nous allons ainsi voir une solution beaucoup plus logique, je pense. Hein. Ainsi, nous allons montrer la différence entre le concept d'héritage et le concept de composition. Donc voilà, ceci termine en fait cette vidéo-là. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'aimer les vidéos pour soutenir la chaîne. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite.